Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Passess Life pour cette nouvelle série de QCM consacrée cette fois à l'UESP Médecine. UE qui n'est enseigné uniquement au second semestre dans l'ensemble des facs en France. Alors je tenais à m'excuser de ne pas l'avoir sorti avant, je l'avais promis il y a quelques semaines maintenant, mais j'ai eu quelques empêchements aussi bien professionnels que personnels. Donc voilà, nous revoilà repartis pour une nouvelle série de QCM, je vous propose de commencer tout de suite. Ce QCM va être consacré à la génétique médicale. Alors, même règle que d'habitude, faites pause au moment où le QCM s'affiche, sinon je corrige à l'oral. QCM 1, alors là je vous demande des renseignements sur Gregor Mendel. Dans les deux premiers items, je vous demande le siècle où il a vécu. Gregor Mendel n'a vécu qu'au 19e. Il est né, il est mort au 19e. Donc item A faux, item B vrai. Item C, il est considéré comme le père de la génétique actuelle. Oui, effectivement, puisqu'il avait vu que le phénotype, c'est-à-dire les caractères observables, se transmettait de génération en génération. Il a eu l'intuition donc d'un code universel qui transmettrait comme ça les caractères visibles, le phénotype de descendant en descendant. Donc oui, l'item C est vrai. Par contre, à l'item D, je vous disais que cette intuition de la transmission de phénotype lui était venue grâce à l'observation des êtres humains. C'est faux. En fait, il a eu l'intuition de cette transmission grâce à l'observation des plantes, notamment des haricots. Voilà, au niveau de la forme et de la couleur de la cause des haricots. Donc, item D était faux. Donc, réponse B et C. QCM2, à propos de la génétique. Item A, la génétique moléculaire est l'étude de la structure des gènes uniquement. C'est faux, la génétique moléculaire, c'est la science qui va étudier la structure et la fonction des gènes. Item B, tous les phénotypes humains sont pathologiques? Non, pas du tout. Par exemple, il y a le phénotype cheveux bruns, cheveux blonds, cheveux roux, cheveux châtains, etc. Ces phénotypes ne sont pas des pathologies pour autant, mais ils font partie de la diversité humaine. Et en médecine, on appelle cela le polymorphisme. C'est toutes les formes différentes du phénotype qui n'impliquent pas forcément des pathologies. Item C, les pathologies multifactorielles sont également appelées mendéliennes. C'est faux. Les pathologies mendéliennes se transmettent uniquement à partir de mutations sur un gène unique. Ce sont donc des pathologies monogéniques. Item D, plus de 5000 pathologies sont mendéliennes. C'est vrai. À l'heure actuelle, il y en a plus de 6000. Mais bon, 5000 c'est compris dans 6000, donc l'item reste vrai. Donc réponse D. QCM3, à propos des pathologies mendéliennes. Item A, leur prévalence est compris entre 0,45 et 1,5%. Oui, c'est à peu près ces chiffres-là qui sont donnés dans toutes les facs, je me suis renseigné. Seulement, on vous les donne pour certaines facs en pour 1000. Bon, pour remplacer les pourcents en pour 1000, il suffit de déplacer la virgule d'un cran vers la droite, donc ça faisait 4,5 et 15 pour 1000. Item B, la mutation peut se situer dans plusieurs gènes, mais reste dans un seul chromosome. Alors, je vous rappelle le titre du QCM, on est toujours dans les pathologies mendéliennes. Les pathologies mendéliennes sont appelées monogéniques puisque la mutation se situe dans un seul gène. Donc l'item B est faux. Item C, la mucoviscidose est une pathologie mendélienne. Oui, c'est vrai. C'est une maladie monogénique. Elle va toucher le gène qui s'appelle CFTR sur le chromosome 7. D'ailleurs, je viens de spoiler l'item D, donc l'item D est vrai également. Et la mutation de mémoire, c'est delta F58, delta pour délétion, c'est-à-dire qu'il y a un nucléotide qui a été supprimé dans la séquence normale du gène CFTR. Donc réponse A, C et D. QCM4, à propos de la génétique en général. Item A, les groupes sanguins sont transmis sur le mode mendélien. Oui, c'est vrai, il y a un seul gène qui va déterminer le groupe sanguin. Après, dans les combinaisons des gènes, ça peut donner le groupe AB avec dominance et récessivité, mais je reviens dessus après, donc je vais pas trop insister là-dessus. Item B, le gène des groupes sanguins se situe sur le chromosome 4. C'est faux, le gène des groupes sanguins est situé sur le chromosome 9, au locus 9Q34, je crois. Bon, le locus c'est pas à prendre, mais c'est l'exemple qui est donné dans toutes les facs, donc je l'ai placé dans un QCM. Item C, sur les arbres généalogiques, l'union entre deux sujets non apparentés est représentée par deux traits horizontaux. Alors c'est faux. Sur les arbres généalogiques, on va représenter l'union entre deux sujets par un trait, s'ils sont non apparentés. Si les sujets sont apparentés, par exemple cousin-cousine, on va représenter leur union par deux traits horizontaux. D'accord? Donc item C est faux.
Item D, il y a un trait horizontal reliant les descendants en cas de gémellité dizygote. Alors c'est faux. Gémellité dizygote, ça veut dire qu'il y a deux placentas à la naissance. Ce sont donc des faux jumeaux. Si ce sont des vrais jumeaux, il va y avoir qu'un seul placenta, donc on va appeler ça une gémellité monozygote. C'est dans ce cas-là qu'on va représenter les descendants en les reliant par un trait horizontal, d'accord, au niveau de l'arbre généalogique. J'ai pas d'exemple à vous montrer, puisque j'ai pas trouvé d'image libre de droit, mais je vous invite à en chercher des exemples d'arbres généalogiques ou à regarder dans vos cours, on en voit plein. Donc réponse A. QCM5, à propos de la prévalence des maladies génétiques. Alors, les pourcentages que je donne là peuvent varier en fonction des facs et même en fonction des profs et en fonction des années. Donc ça fait déjà plusieurs paramètres, mais j'ai essayé de faire un arrondi. Donc si vous êtes à peu près dans ces chiffres-là dans vos cours, comptez l'item comme vrai. Hein. Ce sera plus précis le jour de votre examen, bien sûr, parce que votre examen est propre à votre fac. Alors on y va. Item A, les pathologies monogéniques ont une prévalence de 0,5 à 0,7%. C'est faux. Les maladies monogéniques, qu'on appelle aussi mendéliennes, je me répète, ont une prévalence de 0,45 à 1,5%. Autrement dit 4,5 à 15 pour 1000. Item B, les maladies chromosomiques ont une prévalence de 7 à 9%. Non, c'est faux. Leur prévalence est celle que j'avais donnée dans l'item A, c'est 0,5 à 0,7%. Et donc pour les multifactoriels, c'est 7 à 9%. Pour vous en rappeler, sachez que les maladies multifactorielles sont les maladies qui représentent la prévalence la plus importante. La plupart des maladies qui sont liées à la génétique sont aussi liées à d'autres facteurs. Ce sont donc des maladies multifactorielles et des facteurs environnementaux notamment. Ces pathologies représentent le plus grand nombre de pathologies génétiques, enfin liées à la génétique, donc la prévalence la plus importante. Il faut savoir que jamais la prévalence ne dépasse 10%. Donc 7 à 9%, ce sont les maladies multifactorielles. Ensuite, on trouve les maladies mendéliennes qui atteignent jusqu'à 1,5%. Et tout à la fin, les maladies chromosomiques qui, elles, ne dépassent pas 0,7%. Pour rappel, une maladie chromosomique, c'est une anomalie visible au cariotype, notamment une anomalie du nombre ou de la forme des chromosomes, par exemple dans le cadre d'une trisomie ou d'une monosomie. Et item D, en tout, l'ensemble des maladies génétiques a une prévalence de 8 à 11,5%. C'est vrai. Ça veut dire, littéralement, que 8 à 11,5% de la population, je vais me risquer à dire mondiale, sont atteints de maladies génétiques, que ce soit monogéniques, chromosomiques ou multifactorielles. Donc, réponse D. QCM6, à propos du vocabulaire de la génétique, item A, les mots locus et allèle sont synonymes. C'est faux. Alors, c'est quoi un locus ? Littéralement parlant, c'est la zone géographique, on va appeler ça comme ça, sur un gène. Mais ce locus n'est qu'une zone physique. Le message chimique que détient le locus, c'est l'allèle. Et donc, comme je vous ai dit, il y a un polymorphisme, les allèles peuvent différer entre eux à un même locus. C'est le polymorphisme. Donc locus et allèle ne sont pas synonymes. Le locus est une zone physique, une zone géographique. L'allèle, c'est plutôt le message chimique du locus. Item B, les mots gène et locus sont synonymes, c'est faux. Un gène, c'est un morceau de chromosome, on va dire ça comme ça. Un locus, c'est un morceau de gène. Un gène est composé de plusieurs locus, et un chromosome est composé de plusieurs gènes. Item C, un allèle est une forme du gène à un locus donné. C'est vrai. Vous prenez un gène, il a différents locus, et les formes que peuvent prendre le message chimique du locus sont appelées les allèles, les différents allèles. Et item D, bon ça je l'ai dit plusieurs fois, le polymorphisme désigne l'ensemble des différents allèles au même locus. C'est vrai, puisqu'au même locus, on peut avoir différents allèles. C'est ce qu'on appelle le polymorphisme, et tous ne sont pas pathologiques. Donc réponse C et D. QCM7, le groupe sanguin AB est un exemple commun de... Alors là, vous avez les 4 choix possibles. Dominance, récessivité, semi-dominance ou codominance. Quelle est la différence entre les 4 ? Alors là, je vais prendre un petit instant pour expliquer. Si vous savez déjà, passez à la suite. Item A, la dominance. Alors qu'est-ce que la dominance ? Si on a deux allèles A et B, si A est dominant, si un individu a A et B, B ne s'exprimera pas. A sera le seul à s'exprimer. Dans ce cas, B, qui ne s'exprimera pas, c'est l'allèle récessif. D'accord ? La grosse difficulté, c'est de comprendre la différence entre les deux derniers principes, la semi-dominance, ou la dominance partielle, et la codominance. C'est quoi la différence entre les deux ? Il y a un exemple qui est assez connu, alors je me rappelle plus du nom de la fleur, mais il y a une fleur qui a un allèle pour avoir les pétales blancs, un allèle qui a les pétales rouges.
Dans le cas de la codominance, si une fleur possède les deux allèles, on va observer des pétales qui ont des taches blanches et des taches rouges. Pour la semi-dominance, on va observer des pétales roses. D'accord ? Dans la semi-dominance, les deux vont s'exprimer en même temps. Les deux vont être à moitié dominants dans la même cellule. Item D, la codominance, chacun est dominant mais pas dans les mêmes cellules. Donc on va observer des pétales avec des taches blanches et rouges. Sur la semi-dominance, les cellules vont exprimer les deux allèles en même temps, on va donc avoir des pétales roses. Voilà la différence entre semi-dominance et codominance. En fait, pour faire simple, la semi-dominance, ça va être le mélange des deux caractères, alors que la codominance, ça va être l'expression des deux caractères de manière distincte, sans qu'ils se mélangent, comme les pétales blancs et rouges distinctement et les pétales roses. Le groupe sanguin AB, donc je rappelle le groupe sanguin, ça caractérise les sucres qu'on va trouver à la surface des globules rouges. Sur les hématies du groupe AB, on va trouver des sucres caractéristiques du groupe A et des sucres caractéristiques du groupe B sur la même hématie. Donc c'est un exemple de codominance. Si ça avait été de la semi-dominance, on observerait le même groupe partout qui serait un mélange des groupements qu'on trouve sur le groupe A et le groupe B. D'accord ? On n'observe pas de mélange, on observe les deux, mais de manière distincte. C'est donc une codominance. Réponse D. QCM 8, à propos de l'hérédité autosomique dominante, ou AD. Item A, les deux sexes sont inégalement touchés. C'est faux, puisqu'on parle d'hérédité autosomique. On est ici dans le cadre des autosomes. Les autosomes se transmettent de la même manière chez les garçons que chez les filles. Donc les deux sexes sont touchés avec la même fréquence. Item B, on observe une transmission père-fils de la maladie. Oui, tout à fait. C'est donc une transmission verticale. Alors, j'ai encore spoilé un item, l'item C était faux. C'est-à-dire que on va observer, si on fait l'arbre généalogique, sur toutes les générations, on va observer comme ça la maladie de génération en génération. On va avoir une transmission verticale, ou père-fils. Item D, tout sujet porteur d'une maladie AD a une probabilité de 25% de la transmettre à sa descendance. Alors c'est faux. En fait, une maladie autosomique dominante, vous avez 50% de probabilité de le transmettre à votre descendance. Donc réponse B. QCM 9, toujours à propos des maladies AD. Item A, elles sont caractérisées par une pénétrance incomplète. Oui, c'est-à-dire que même si vous avez un gène, même si la maladie est autosomique dominante, vous avez une certaine probabilité de ne pas être malade. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une pénétrance incomplète. La pénétrance est un pourcentage. Si elle est de 100%, vous avez une certitude d'être malade si vous avez le gène. Item B, la pénétrance se définit comme le rapport entre le nombre d'hétérozygotes malades et le nombre total d'hétérozygotes. Oui, voilà, c'est la définition mathématique. Item C, la neurofibromatose de type 1 ou NF1 a une prévalence de 1 pour 5000. C'est faux. Alors, si j'ai donné cet exemple, c'est parce que c'est une des maladies autosomiques dominantes qui est le plus donnée en fac, avec également la chorée de Huntington. La prévalence de la NF1 est de 1 sur 3000, d'accord ? C'est donc une maladie assez commune. Item D, la NF1 est une maladie orpheline. C'est faux, justement, elle a une prévalence quand même très importante. Elle touche une personne sur 3000. Les maladies orphelines sont des maladies qui ne touchent que très très peu de personnes. QCM 10, toujours à propos des maladies AD. Item A, elles ne peuvent pas apparaître spontanément chez un individu sans antécédent familial. C'est faux. C'est ce qu'on appelle la néomutation, ou la mutation des novo. C'est une caractéristique des maladies AD. En fait, la maladie va apparaître comme ça, alors que dans l'arbre généalogique, personne n'est atteint sur des générations. C'est juste que le descendant a reçu d'un de ses parents, au minimum, un gène muté, qui malheureusement correspond à la mutation entraînant une pathologie AD. Donc cet individu va être malade, alors que dans la famille, sur des générations, personne n'a eu de symptômes. Item B, les maladies dues à l'haploinsuffisance sont des maladies autosomiques dominantes. Oui. Alors c'est quoi l'haploinsuffisance ? C'est quand sur les deux gènes, vous en avez un qui est non fonctionnel. Il n'y en a plus qu'un qui va synthétiser ce qu'il est censé synthétiser. Le problème, c'est que la vitesse de synthèse est fixe. Un chromosome ne peut pas dépasser une certaine vitesse de synthèse. Ce qu'il va réussir à créer, ce qu'offre le gène, ne va pas suffire à la demande de l'organisme. Par exemple, item C, l'hypercholestérolémie familiale est basée sur le principe de l'haploinsuffisance, oui. C'est les cellules du foie qui vont pas assez synthétiser de récepteurs au cholestérol circulant, c'est-à-dire au LDL cholestérol. Et ce manque de récepteurs est dû au fait qu'un des deux gènes est non fonctionnel. Il n'y en a plus qu'un qui peut synthétiser, il peut pas en synthétiser assez pour la demande. Item D, les maladies autosomiques dominantes ont une expressivité constante. Alors c'est faux. Les maladies autosomiques dominantes ont une expressivité au contraire très variable.
Par exemple, la NF1 va pouvoir se symptomatiser d'une certaine manière chez un individu et d'une façon totalement différente chez un autre. Par exemple, on peut avoir l'apparition de gliomes du nerf optique chez certains patients de la NF1 et chez d'autres pas du tout. Donc les seuls items qui étaient bons ici étaient B et C. Voilà, c'est fini pour cette série de 10 QCM. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Passes Live. Je vous souhaite de bonnes révisions, un bon courage et une réussite à votre concours.